Bon, ben ça s'améliore pas particulièrement. On commence cet épisode sur notre groupe qui se pose et qui a rien foutu depuis une semaine apparemment. Genre on est en vacances pendant une semaine. Alors, vous pourriez dire, ah, mais c'est parce qu'il n'y a pas de crime, ils sont pas tombés sur du crime, etc. Oui, le truc par rapport à ça, c'est que logiquement, ils devraient quand même penser à rechercher des pistes pour contrer l'accident Jovenia, quoi. Ils devraient pas se reposer sur leur laurier et se dire, oui, on n'interviendra que quand on pourra intervenir lorsqu'on nous donnera une occasion d'intervenir. C'est un peu le problème que j'ai aussi avec la BD, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, les problèmes que j'ai avec les légendaires viennent pas tous uniquement du dessin animé. Il y a aussi pas mal de moments où nos personnages se posent et on a l'impression que leur quête principale, quand même, qui est de défaire l'accident Jovenia, est mis complètement sur le second plan. Et vous voyez, ils se posent une semaine, deux, sont tranquilles, pépères, et ça les dérange pas, quoi. Ils acceptent la situation. C'est un peu ça, quoi. Cette situation, on l'accepte et on essaye de rien faire particulièrement pour la contrer. Il faut qu'on les force un petit peu, quoi, dans le scénario pour ça, à part dans les deux premiers tomes. C'était un chouïa, un sushi que j'ai, en tout cas, ouais, ça poursuit cet état d'esprit-là. Hein, faut dire, hein, ça reste fidèle à la BD à ce niveau-là, où nos personnages se posent, ils ont rien foutu depuis une semaine, ils le disent. Il y a Razia qui essaye de pêcher un truc, ça marche pas. Griff que ça fait chier. Il finit par attraper lui-même un poisson à la ours, c'est-à-dire, voilà. Très pratique. Ça ne marche jamais, ce genre de truc. Je sais pas comment quelqu'un arrive à faire ça, mais bon, hein, Griff, et c'est pas tout à fait un humain, donc on va dire que ça marche. C'est comme dans Mulan, quoi. C'est trois fois rien, c'est un micro-passage de rien du tout, mais le moment où ils sont censés attraper des poissons à main nue, c'est pas du tout crédible, en ce qui me concerne. Pas du tout. Enfin bon, c'est détail. Par rapport à ce poisson, au passage, c'est pas juste pour faire cette remarque que j'en parle, ça vient aussi du fait que c'est le même poisson qu'on avait vu à la fin de l'épisode précédent qui avait été touché par le pouvoir de la fleur de feu, et je me disais, ah tiens, ils vont faire une suite à ça. Non, c'est juste un autre poisson, quoi. Ok, je me suis dit, tiens, va peut-être y avoir une continuité en fin de compte, ça va être cool. Non, 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 hein, scénario indépendant, on s'en fiche. Donc, Griff est interpellé par un cri de détresse super naturel. Quelqu'un dit, au secours, au secours, aidez-moi. De cette façon-là à peu près. Alors au début je me suis dit ouais, vous auriez mieux fait d'engager un meilleur doubleur, un meilleur comédien, mais c'est fait un petit peu exprès puisqu'on verra que c'est un rôle qui joue le personnage. Mais voilà, Griff entend le cri de détresse, il vient l'aider face à deux voleurs qui essayent de détrousser ce type encapuchonné. Il y a les autres qui le suivent juste après et nos deux voleurs se barrent. Ils se disent pas tiens, et si on les mettait hors d'état de nuire pour qu'ils volent pas d'autres personnes après, on les laisse se barrer comme des cons. Ok, c'est très sympa ça. C'est aussi pour faire une petite référence, parce que oui, il y a une tonne de références, de petits parallèles qu'on peut faire avec la BD. Ça, c'est le même principe que le début du tome 3. Seulement, voilà, le début du tome 3 de la BD, les mecs qui se barrent lorsqu'ils voient qu'ils sont surclassés par les fabuleux, pas par les légendaires, par les fabuleux, c'était juste des brutes de bar en fait quoi. Deux gros cons qui sont un peu violents avec une personne, une serveuse ou un truc comme ça. Donc c'est pas aussi grave en termes de crime que des voleurs de grand chemin qui peuvent récidiver. Hein, c'est un petit peu plus grave ça. Donc, je sais pas. Ça fait partie de ce genre de truc de mise en scène que je trouve assez naze, surtout par rapport au fait qu'on apprend que le fameux type qui se faisait agresser par ces deux voleurs était en fait un faucon d'argent. Hein, un faucon d'argent, c'est un groupe de chevaliers au service du roi du coin. J'ai oublié le nom, l'Arbossa, il me semble, oui ça, l'Arbossa, et qui c'était une opération pour infiltrer un petit peu les voleurs, savoir où sont leurs caches, parce qu'apparemment il y avait toute une organisation derrière. Et Danaël a fait capoter le truc. À ce moment-là, s'il a fait capoter le truc, pourquoi vous n'avez pas essayé de capturer les deux voleurs plutôt que de les laisser fuir? Hein, ça aurait au moins fait deux voleurs de moins. Non, 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 personne ne pense à les attraper, quoi. Personne ne songe à les attraper. Mais voilà, quoi. C'était une opération des Faucons d'Argent dirigée par Ikael, le frère de Danaël. Et là, c'est typique, c'est un nouveau rappel à la BD. Et comme les autres fois, on va vulgariser le trait et rendre ça beaucoup plus grossier que ce l'est dans la BD. Sachant que dans la BD, j'ai jamais été particulièrement fan d'Ikael.
Et Ikael, c'est le chevalier propre sur soi, très buté, et qui essaye de faire le bien, mais qui participe rarement à quelque chose de grand, quoi. Il a ses fangirls parce qu'il est plutôt beau gosse. En dehors de ça, à aucun moment on le voit particulièrement se démarquer, vraiment briller dans la BD. Et ce sera pas beaucoup appuyé dans cet épisode aussi, hein. Voilà, puisque Danaël a quitté les Faucons d'Argent. Il faisait partie de ce groupe avant et il a fini par les quitter parce qu'ils étaient beaucoup trop stricts sur leurs devoirs, sans jamais penser à faire ce qui est juste par moment. Il faut suivre les ordres avant tout. Et donc Danaël a fini par les quitter. On voit ça d'ailleurs dans un flashback très BDesque. Genre où on les voit donc quand ils étaient adultes. À nouveau, les personnes qui ne savent pas ça doivent se demander des tonnes de trucs, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, etc. Étant donné qu'il n'y a pas d'explication claire et précise à ce qui s'est passé avec cet accident Jovenia et cette situation durant laquelle on est passé de adulte à enfant. Hein, ça, c'est le genre de truc qui aurait été sympa de montrer de façon plus probante, plus poussée. Vous auriez pu faire une intro dans le premier épisode, comme il y avait dans la BD, quoi, qui explique un petit peu les origines, quoi, le conflit qui a amené à ce que cet accident se produise. Mais c'est pas ce que vous faites. Donc, à nouveau, on sait pas exactement comment ça s'est produit. On sait juste que les légendaires, en combattant Darkel, même pas forcément d'ailleurs, hein, c'est pas particulièrement précisé, il est légendaire à un moment donné, en faisant leur devoir de héros, ils ont malencontreusement provoqué l'accident Jovenia qui a rajeuni tout le monde. Une fois de plus, hein, dans la narration, c'est pas génial hein, au sein de cette série. Et j'en sais rien, peut-être qu'on aura un flashback là-dessus qui expliquera davantage le truc, et ça arrivera à combler la chose, c'est tout ce que j'espère. Mais bon, sur le coup, ouais, ça fait un gros manque. En tout cas, voilà, quoi, Ikael et Danaël se supportent pas, et c'est dispute de frangins durant le tiers de l'épisode à peu près, hein. Ça reprend une ou deux scènes qu'on avait vues de Danaël et Ikael, qui sont des frangins qui ont tendance à se disputer un petit peu parce qu'ils ont un peu des idéaux différents. Hein. C'était présent dans la BD, mais de façon plus vulgaire, plus grossière, plus gamine, une fois de plus. Et on passe tout l'épisode à ça, quoi. Sur ces deux-là qui peuvent pas s'entendre, sur qui donne des ordres, etc. J'y viendrai un petit peu en détail, mais pour l'instant, quoi, à cause de ce qu'ils ont fait, les légendaires, ils ont saboté leur plan pour infiltrer donc ce groupe de voleurs, on les arrête. On les met tous en état d'arrestation. Ok, je sais pas comment fonctionne la loi, mais c'est même pas une entrave à la justice, c'est pas du tout prévu, etc. Ils se sont juste retrouvés là en pensant faire les choses bien, quoi. C'est juste, ils ont pas eu de bol. Je veux dire, à quel moment, quel crime exactement ils ont commis pour toi? À part, ils t'ont fait chier dans ton opération comme par hasard, ça tombait super mal, quoi. Quel crime ils ont fait? Non, 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 on va les capturer, les enfermer. Ouais. C'est complètement con. Et c'est juste forcé pour mettre en place le fait qu'ils seront présents lors de ce qui va se passer après, quoi, à l'Arbos. Mais sinon, c'est complètement n'importe quoi. Vous auriez pu faire c'est mieux. Et aussi pour appuyer le conflit entre Danaël et Ikael. Oh là là, c'est incroyable. Donc, vous voyez quoi, ils seront enfermés. Ils restent là parce qu'ils veulent voir la voie pacifique, tandis que les Faucons d'Argent n'en ont rien à foutre. Ils les gardent enfermés là, puis merde. Et ils vont rien faire de particulier. Il va y avoir des petits gags sur ce que voudrait Jadina, parce que c'est pas assez luxueux ici, ce genre de truc, quoi. Mais voilà, quoi. La situation, elle est forcée pour amener à ce que nos héros soient là. Et ce qui amène donc le conflit, ça va être un espèce de mec qui attaque en étant épaulé par des dragonites, des monstres de Darkel. Alors, au début, ce mec, il me faisait légèrement penser à un certain personnage de la BD. Je me suis dit, attends, lui, c'est pas un petit peu illogique que ce soit lui, mais non, en fait, c'est un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu avant. Hein. En termes de design, je trouve quand même que ça se rapprochait assez beaucoup d'un personnage un peu connu. En tout cas, il fait une petite attaque sournoise contre la château en étant accompagné de quelques draconites pour
déjà défaire la plupart des faucons d'argent en les endormant avec du poison et en utilisant des petits trucs, des petites sphères magiques que Darkel lui a donné, parce qu'on verra assez vite qu'il travaille pour Darkel. Hein, ça va être à fond Darkel, quoi. Darkel, le méchant récurrent. Alors là, ils vont pas beaucoup changer. Ça va être Darkel et de temps en temps Squash, je pense. Hein. Ça va pas beaucoup bouger à ce niveau-là. J'ai le sentiment. Et ouais, les faucons d'argent sont dépassés et surtout sont mis à chasse. Et donc, Ikael n'a pas d'autre choix que de demander à son frère de les aider, non sans une petite dispute sur comment ça devrait se passer. Parce que Ikael dit ah, vous devrez écouter mes ordres, mais Daniel dit non, je ne vais pas suivre tes ordres. Et ça va être ça pendant tout l'épisode, hein, je vous jure. Hein. C'est sur qui doit faire quoi, qui doit prendre les décisions. C'est des moments totalement gamins de leur part. À un moment donné, Ikael dit ah, vous deux, vous m'accompagnez, et vous deux, vous accompagnez Daniel. Non, c'est moi qui décide, donc vous deux, vous accompagnez Ikael, et vous deux, vous m'accompagnez. Exactement la même chose, quoi. Mais c'est moi qui décide, c'est pas lui. Il y a un conflit par rapport au fait qu'il semble prendre une certaine voie qui ne le conduit pas directement au roi, parce que oui, je sais pas pourquoi Ikael se dit que c'est forcément une attaque contre le roi, alors que ça pourrait être d'autres choses, mais non, ouais, c'est une attaque contre le roi forcément, et alors que Danael trace un petit peu le chemin qu'ils ont fait là, et ça a plutôt l'air de partir vers la salle des trésors. Donc il convainc un petit peu, il donne quelques arguments. Ikael se dit ah c'est sans doute une ruse, c'est le roi qu'il faut protéger quoi qu'il arrive, et blablabla. Mais bon les autres se disent oui on suit Daniel quand même, hein, arrête de dire des conneries Ikael, et Ikael suit. Et il se dit pas si ça je trouve le roi est en danger, et si je l'ai je vais le laisser totalement sans protection, non, je le suis, mon devoir ok, mais je peux pas être seul, j'imagine. Et donc ils se rendent à la salle des trésors où on voit donc le fameux gars qui commence à appuyer un petit peu le coin pour trouver un certain objet. Le type en question s'appelle Argol. Et c'est un ex-faucon d'argent qui a été viré. Apparemment, ça s'est passé après l'époque où Danael les a quittés, parce que il semble pas le reconnaître lui non plus. On va dire que c'est ça. Et donc, dans cette salle au trésor, il cherche un certain objet et qui s'appelle la dent de MacGuffin. Ah, très, très inspiré ce nom, hein, MacGuffin, là, vous avez cherché très loin, hein. C'est même pas un jeu de mots. C'est comme si moi j'appelais une potion, je sais pas moi, l'essence d'élément déclencheur. L'élément déclencheur était un match connu, hein. Oh. Là pareil, ouais, MacGuffin, ouais, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Hein, et donc nos héros essayent de l'arrêter, Danael et Ikael se mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils sont pas d'accord sur quand attaquer. Ça devient très vite chiant, je vous jure, ça devient très vite chiant. Mais bon, hein, dans la tumulte, ils sont un peu obligés de les combattre trop tôt. Parce que, ouais, on veut à fond appuyer qu'Ikael prend toujours les mauvaises décisions. Et que Danael est celui qui a toujours raison. Mais vraiment tout le temps. C'est toujours lui qui a raison dans les décisions, dans ce qu'il faut faire, quoi. Ça peut même pas avoir, il peut même pas y avoir un petit côté compromis où chacun prend de bonnes décisions à un moment donné et l'autre part sur la mauvaise voie. Non, mais non, faut toujours que ce soit Danael qui sache le mieux qu'en faire les choses. Ça arrange pas le personnage d'Ikael, hein. Enfin bon, c'était plus ou moins pareil dans la BD, je trouve. À nouveau, c'est pas une trahison du personnage. Il a toujours été chiant comme ça, Ikael, hein. En tout cas. À cause de ça, ils attaquent trop tôt, ils se font battre un peu facilement, je trouve. Quelques dragonites qui les battent un peu trop vite, je trouve. Alors, il y a quelques excuses pour ça. Déjà, le fait on ne peut pas utiliser la magie ici parce que il y a une protection anti-mag. Et là, c'est typique de la BD, c'est présent dans la BD aussi, dans le tome 9. On voit que la salle des trésors est protégée par de l'anti-mag et empêche d'utiliser un peu de magie. Ouais, quoi, ils se font laminer, Jadina et Shimi qui ne peuvent pas utiliser de magie, Razia qui se fait assommer comme une merde, alors qu'il est censé être super puissant, il a son épée qu'il n'utilise pas. Il y a Griff qui fait quelques petits commentaires lorsqu'il combat des dragonites. Ah, t'es moins rapide que ma grand-mère. Comment tu peux le savoir, Griff? Tu la connais pas. Enfin, logiquement, hein, si on part de la
vaguement dans le même principe et concernant tes origines dans cette série que par rapport à la BD, tu devrais pas la connaître du tout, mais bon, hein, c'est la petite pique gratuite. Et ouais quoi, ils se font battre et les dragonites et Argol s'enfuient avec la dent de MacGuffin, qui au passage est plus une corne qu'une dent. Je veux dire, regardez-moi ça, et en quoi ça ressemble à une dent? Est-ce que vous voyez n'importe quel animal avoir des crocs comme ça, vous? C'est une corne, ça! Pourquoi vous appelez ça la dent de MacGuffin? Ce genre de détail là con, je comprends pas. En tout cas, voilà, ils sont partis avec la dent de MacGuffin, et Ikael se dit, ah c'est bon, ils ont piqué leur truc, tant pis. Le roi n'est pas en danger, donc on peut rester dans notre coin et laisser les méchants s'en tirer avec leur vol. Tandis que les autres sont, une fois de plus intelligents. Razia qui reconnaît que cette dent de MacGuffin de quelque part, et comme quoi elle aurait le pouvoir de contrôler tous ceux qui l'ont touché. Genre, si on a suffisamment de magie, on peut contrôler tous ceux qui l'ont touché. Et semble-t-il que le roi, Larbossa, l'a touché déjà. Donc, Darkel pourrait contrôler c'est le roi grâce à ça, donc c'est pas une bonne chose. Et Ikael se dit, oh mais c'est qu'une légende, ça veut rien dire. Oui, si c'est qu'une légende, ça veut rien dire. À ton avis, pourquoi on l'a piqué, merde? Si c'est qu'une légende pour toi, pourquoi on aurait piqué cette dent abrutie, quoi? Vraiment, on a pu à fond l'idiotie du personnage. Totalement, durant tout cet épisode. Si vous êtes un tant soit peu fan d'Ikael, ce qui n'est pas mon cas, je pense que ça devrait vous énerver un petit peu, cet épisode. Hein. Ouais, ça me gonfle un petit peu de voir quand même que tout est d'un côté, de l'autre c'est conneries et on pige rien, mais je suis sûr que s'il y a des personnes qui sont fans d'Ikael, ça doit pas leur faire plaisir cet épisode. Hein. Mais voilà quoi, une dispute de plus, ça il faut pas qu'on y aille, et Daniel qui se dit ok ben on y va quand même parce que ça peut être grave. Et Ikael qui finira par le suivre de toute façon, donc c'était même pas la peine de mettre en place cette espèce de conflit d'interprétation ou quoi, mais une fois de plus, fallait donner une mauvaise image à Ikael. Parce que merde. Donc, notre groupe part à direction les Dragonites et Argol, et qui sont un peu barrés, et c'est là qu'il va y avoir du combat. Jadina sera attaquée par surprise et un peu capturée par Argol, et qui va l'amener à Ténébris en même temps que la dent. Fois de plus, ça ressemble pas à une dent ce truc. Et il va y avoir donc du combat basique, tandis que certains s'occuperont des Dragonites. Ikael et Danael qui reformeront un petit lien avec... Comment ils appellent ça déjà? Parce que ouais, c'était très con pour moi. C'était la feinte d'Algar. Voilà. La feinte d'Algar qui consiste... à faire bondir Danael sur l'épée d'Ikael pour qu'il lance son épée et coupe une branche sous laquelle se trouve l'ennemi. Ah, une branche d'arbre. Alors, la configuration est très particulière parce que s'il n'y a rien au-dessus de l'ennemi, ça marche pas. Hein, c'est pas une feinte que vous avez dû employer souvent, je pense. Et surtout, ça part du principe que l'ennemi est trop con pour bouger, hein. Je veux dire, il reste comme un gland sur place, tandis que Danael fait sa petite technique, etc. Ça lui prend une bonne dizaine de secondes. Il a tout le temps de bouger, essayer d'attaquer, et donc ça marche pas votre truc. Hein. Mais bon, hein, c'est une feinte super spéciale qui représente... l'action combinée des deux frères, ah, ils sont un petit peu réconciliés avec ça. Et après ça, donc, tandis que Griff, Jadina et Razia s'occupent du reste des Dragonites, ils foncent à la rescousse de Jadina qui a été donc capturée par Argol, etc. En ayant su retracer sa piste, j'imagine qu'ils ont des compétences pour ça, et donc se confrontent à Ténébris, qui a une apparition de 2 minutes dans cet épisode, histoire de dire que bon, elle travaille toujours pour Darkel et c'est son intermédiaire. Et voilà, du duel pas intéressant. Enfin, le combat entre Danael et Ténébris est pas particulièrement intéressant, quoi. C'est des mouvements pas super bien chorégraphiés. Au moins, entre Ikael et Argol, c'est acceptable. Voilà, ça fait partie des petits moments où on est un tout petit peu pris dans l'action, ce qui est rare. D'ailleurs, il finit par lui mettre la colle à Argol. Voilà, je voulais la faire, cette blague de merde, voilà, elle dit...
Il est à la colle, Argol. Voilà. C'est bon, hein, c'est dit, c'est fait. Et donc, il finit par être battu, Argol. Ténébris finit par menacer Jadina avec sa dague alors qu'elle est toujours inconsciente. Mais Razia arrive par derrière après avoir battu le dragonite pour l'empêcher de faire ça. Et ouais, une fois de plus, elle se barre rapidement. Même dans la défaite, je suis contente d'être à proximité avec toi, mon chéri. Il fait une petite bise sur la joue, etc. Alors, je peux pas nier ça à cette série que ça appuie certains points de façon continue, quoi. Hein. Cette espèce d'histoire d'amour entre Razia et Ténébris, ça fait 3 épisodes sur 4 que vous l'appuyez un petit peu. Voilà, hein, ça met en place un petit mystère et j'espère... Et ça, c'est un truc qui est pas trop présent dans la BD, je trouve. J'espère que vous justifierez un peu ce qui a fait que Ténébris tombe amoureuse à ce point de son chéri Razia. Parce que oui, il y a eu un tome des légendaires origines là-dessus, mais ça n'a jamais été particulièrement appuyé ce moment où elle s'est dit tiens, je suis folle amoureuse de ce type. J'ai envie d'être avec lui, quoi qu'il arrive, tout ça, tout ça. Donc, voilà, ça c'était relativement acceptable, ce petit moment, quoi. Ça, c'est bien d'appuyer certains traits que vous avez depuis le début. En tous les cas, Ténébris s'enfuit, la dent est protégée et ne sera, j'imagine, plus jamais convoitée par Darkel. Évidemment, c'est toujours des petits scénarios indépendants. Et Argol est capturé. Voilà, alors Ikael a regagné un peu de respect pour les légendaires et se dit même tiens, est-ce que ça vous dirait de rejoindre les Faucons d'Argent s'il vous plaît, et en leur promettant des trucs, hein, vous serez bien traités, vous serez bien nourris, il y aura des bains tous les jours, tout ça, et tout le monde semble être plus ou moins intéressé par la chose. Daniel qui essaie de dire oui, c'est très gentil mon frère, mais nous avons promis de rester fidèles à notre vision, etc. Légendaire unis un jour, légendaire unis toujours, tandis que les autres se disent oh, je sais pas trop, avoir des bains tous les jours, ce serait sympa, et puis bon, on bouffe pas super bien en étant toujours à raser les campagnes. Très sympa ce genre de petites remarques. D'autant plus que ça appuie moyennement le fait que c'est pour rire ou pour de vrai. Ça donne presque l'impression qu'ils y songent sérieusement. Hein. Pas génial. Et puis ça amène donc à ce que Daniel et Ikael terminent en se disputant une dernière fois. Ah là 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 là. Ah, des frères qui s'engueulent resteront toujours des frères qui s'engueulent, qu'est-ce que c'est marrant. Médiocre. C'est pas aussi nul que l'épisode 1, mais c'est médiocre. Le personnage d'Ikael est mal géré, mal exploité. Bon, il a jamais été particulièrement très bien exploité dans la série, je trouve. Mais bon, là, c'est encore pire. L'intrigue est basique, bateau. La mise en scène est pas fameuse et... Ouais, il n'y avait rien qui démarquait grandement ça. Même l'humour, au moins, dans l'épisode 2, il y avait de l'humour qui passait un petit peu dans la situation mise en place. L'humour était plat. Pas aussi insultant que l'épisode 1, mais il était vraiment plat. L'action et le danger qu'on sent étaient beaucoup moins présents, beaucoup moins palpables que dans l'épisode 3. Ce qui fait que, ouais, cet épisode n'a pas grand-chose pour l'épauler, pour le mettre en avant, ce qui fait que c'est surtout les trucs typiques, très gamins et pas super recherchés qu'on a. Voilà, sans rien de grandement poussé pour démarquer ça, pour le hisser plus haut que médiocre, quoi. Bon épisode génial. On verra ce qui se passe à l'épisode 5. Bye.